Samedi 21 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, s'est entretenu hier vendredi avec une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. La délégation était conduite par son président Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social, environnemental du Maroc. Rappelons qu'elle est présente à Abidjan dans le cadre d'un atelier sur les changements climatiques qui se déroule simultanément avec la COP15. On regarde le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, ce vendredi. Ces personnalités au sein d'une délégation de 4 membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCESA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. On était très heureux d'être reçus par monsieur le vice-président et nous étions là en tant que UCESA, donc l'Union des conseils économiques et sociaux et organisations similaires d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan parce qu'il y a un atelier sur le changement climatique extrêmement important. Ce qui est bien, c'est parce que ça se déroule concomitamment avec la COP15. Nous avons conduit une étude dans plus de 16 pays africains, une étude de perception des changements climatiques vus par les citoyens africains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont décidés à agir et ils pensent qu'ils peuvent agir avec les gouvernements pour avoir des politiques d'adaptation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, a saisi l'occasion pour évoquer l'honneur qui est fait à son pays à travers cette session. La Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce premier atelier de l'UCESA parce que c'est le tout premier qui est organisé par l'UCESA et c'était donc en juin dernier, juste après ma nomination à la tête du CESA Côte d'Ivoire, que nous avions eu une rencontre importante à Rabat et à cette occasion, la Côte d'Ivoire, connue pour son hospitalité, a été retenue donc par le président du CESA pour accueillir cet atelier. L'UCESA, ou l'Union des conseils économiques et sociaux africains, regroupe environ 20 pays sur le continent. Et puisqu'on parle de climat, il est bon de savoir que la COP15 sur la désertification a pris fin hier vendredi à Abidjan. Pendant 10 jours, les représentants des 195 pays membres de cette convention ont débattu pour se mettre d'accord sur des engagements communs, des engagements qui visent à lutter contre la désertification et la dégradation des sols jusqu'en 2030. 24 heures plus tôt, le Premier ministre Patrick Kachi avait salué la tenue et la conclusion des travaux. Il avait, au nom du chef de l'État, élevé le secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thio, dans l'ordre national. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne sont pas des faits rares en Côte d'Ivoire, en cause des dégâts causés par les vaches sur la culture des agriculteurs, des conflits causant parfois plusieurs morts. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, la cohabitation est devenue de plus en plus difficile entre éleveurs et agriculteurs dans le Bonkani. Notre reporter va tenter de remonter aux origines de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs pour le bonheur de population. La suite, c'est dans le dossier Vu d'ici, un dossier réalisé par Ami Sissoko. Nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Bonkani, Téni, à près de 100 km de Bouna, la capitale régionale. C'est la saison des labours. Sep, qui commence à peine à labourer son champ, est inquiet. Si le bébé est venu couper 3 fois, il a gâté. Il ne peut pas faire quelque chose encore. C'est fini ça. Les conflits éleveurs-agriculteurs sont récurrents dans le nord de la Côte d'Ivoire, zone d'élevage et de transit du bétail en provenance du Mali et du Burkina Faso vers des régions plus vertes. En cause, selon les éleveurs, l'occupation des prairies et des couloirs de transhumance. Avant, là, il y a place. Aujourd'hui, là, ils sont faits sans partout. Même
cette année, tu as laissé tomber, tu as fait parc, tu as quitté parc, tu as changé parc. Là, il y a d'autres qui viennent faire, on dit quoi, champ là-bas. La notion de couloir de transmasse n'est pas maîtrisée par les éleveurs. Un peul peut venir dans une localité, il demande qu'on lui accorde peut-être un endroit pour créer une petite hutte quelque part. Et ces animaux sont en brousse, souvent à 1 kilomètre du village. Ils paient les droits pour nourrir les animaux en question. Parce que bon, on prive quand même, il faudrait qu'on le dise, hein, les paysans de leurs terres. Ibrahim Palé est le président des éleveurs de Téhéni. C'est bien souvent qu'il rencontre les membres de la communauté Peul, ses propriétaires traditionnels de bétail. Avec eux, il aborde leurs préoccupations. Elles sont pour l'essentiel liées à l'insuffisance des pâturages. La population a augmenté. Aujourd'hui aussi dans notre zone, nos frères de l'autre côté, que ce soit du Burkina, tout le monde est rentré là. En plus aussi, tous ceux qui sont venus, c'est des agriculteurs qui cherchent de la nourriture. Donc les champs ont augmenté, c'est ce qui a fait qu'il n'y a plus de pâturage. La rareté des pâturages, beaucoup l'expliquent dans la zone par l'occupation des couloirs de transhumance qui, elles, découlent de la vente des terres à tout venant par les autochtones. Les éleveurs nous accusent d'avoir cultivé sur le passage des bœufs et nous accusent pour rien. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais montré un lieu où les bœufs doivent passer pour aller boire de l'eau au barrage. Si ce n'est pas que derrière le village. Accusés de vendre les terres, sans tenir compte des couloirs de transhumance, les populations villageoises s'en défendent. Ici, à Toubor, le chef de terre nie cette accusation. Chez nous ici, on n'a pas de parcelles. Celui qui vient travailler, on lui donne, il travaille. Il ne doit pas s'aimer en accord dedans. Mais s'il sème en accord dedans, ça va envoyer conflit un jour. Si tu veux récupérer, il ne va pas vouloir. Une autre source de conflit entre éleveurs et agriculteurs, l'accès à l'eau. À la recherche donc de ce précieux liquide qui doit être de bonne qualité pour éviter de rendre le troupeau malade, il arrive aux bouviers de parcourir de longues distances. Cette traversée est souvent émaillée de conflits, souvent suscités par la destruction des champs par le bétail. Ici, là, ce n'est pas les routes, c'est nos champs. Ça a encore bas fond. Actuellement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. C'est sec, souka en bas là-bas. Mais le bœuf là, toujours, il passe là. À la diminution du foncier rural se greffe le changement climatique. Le nord de la Côte d'Ivoire, une zone chaude, connaît en effet la sécheresse, visible avec l'assèchement de plusieurs cours d'eau. À Toubor, ce barrage dont la surface rétrécie est le seul où les troupeaux s'abreuvent. Ils ont fait ce barrage, je pense que vers 80. C'était un petit barrage, mais avec le nombre d'effectifs, les gars qui sont là aujourd'hui, fait tailler ça. Quand tu vas là-bas, ce n'est pas les bœufs seulement qui boivent. À certains moments, même les parents, même nous-mêmes, on boit, parce qu'on a problème d'eau. Mais on ne parle plus d'affaires d'eau, puisque le château, ils sont en train de faire. Si Dieu le veut, ça va aller. C'est le changement de climat qui a envoyé tout ça. Sinon, à l'époque, quand on avait ces rivières-là, on avait ces fleuves-là qui ne séchaient pas, il n'y avait pas tous ces conflits. Maintenir un climat de paix dans cette zone est une préoccupation permanente. Dans le Bunkani, les populations, pour ne pas en rajouter à leur situation, choisissent de régler leurs différends à l'amiable. Quand on va sur le site de village qu'il n'y a pas à entendre, on se dirige vers le sous-préfet qui fait le constat et puis on dédommage le propriétaire des champs. Le sous-préfet, quand il ne peut plus, donne ça à la justice, ça veut dire à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie, ils font leurs enquêtes, mais eux, ils ne vous fixent pas un quota. Voilà, ils vous renvoient à la justice, à Bouna. Bon, là-bas, c'est le dernier recours. Arrivé là-bas, c'est qu'on vous a donné comme maman, c'est obligé que vous payez. Le député de la circonscription des Téhéni, Toubor et Gogo, Omar Ouattara, a quelques solutions. Les éleveurs, s'ils sont sédentarisés, forcément, ils sont des voisins, ils sont devenus maintenant des personnes qui vivent dans les mêmes surfaces. Donc, des solutions seront trouvées. Il y a aussi le fait qu'il y a des zones de pâturage qui sont en train d'être déterminées. Il y a Fiki où il y a vraiment une parfaite collaboration entre l'élevage et l'agriculture. En matière de résolution des conflits éleveurs-agriculteurs, le village de Fiki, à 10 km de Téhéni, est un bel exemple. Une zone de 868 hectares est dédiée exclusivement au pâturage. Tout le bétail du village y est convoyé. Il y reste du début des travaux champêtres jusqu'à la fin des récoltes. Depuis qu'on a cette solution, on sait qu'actuellement à Fiki et peut-être les zones
qui sont à côté de Fiki à la cohésion sociale. Parce que depuis ce temps, entre agriculteurs et éleveurs, vraiment, on communique. Pour une gestion satisfaisante du foncier agro-pastoral, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du mercredi 9 septembre 2015 un projet de loi. Il vise une solution satisfaisante et durable de la question de la cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs, notamment dans les régions du nord et du centre du pays. Le gouvernement entendait ainsi favoriser une cohabitation paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité des animaux et une grande intégration des activités agricoles et pastorales. Le dossier de Ami Sissoko à revoir sur RTI 1. Architecture institutionnelle de la Troisième République, c'est le titre d'un manuel officiellement disponible depuis le mois de septembre 2021. Il comporte des informations utiles sur les institutions de notre pays. Au cours d'une rencontre à Abidjan, il a été distribué hier vendredi aux professionnels des médias. Le compte-rendu de Laure Goretti avec le commentaire de Sidonie Davila. Le ministère, auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République, met à disposition un ouvrage sur les institutions de la République dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. L'ouvrage a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. Que serait un citoyen qui ne connaît pas son État? Les institutions de la République, ce sont les valeurs de l'État. Il est important d'en faire une communication. Et non seulement une communication, mais de construire l'Ivoirien nouveau à partir des institutions de la République. Cet ouvrage est un outil utile qui facilite la compréhension du cercle de la gouvernance politique et l'actualité des institutions, selon Issoufou Koulibaly, représentant du ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné. La formation et l'information doivent être continues, puisque les institutions s'adaptent. En 2016, nous avons eu la Troisième République avec des nouvelles institutions qui sont créées. Il est important que ces nouvelles institutions qui sont venues compléter l'armature institutionnelle de la République de Côte d'Ivoire soit connue du grand public. Voilà pourquoi ce manuel a été fait et les personnes les mieux outillées, les mieux adaptées, les personnes les plus idoines pour le faire, ce sont les médias. Ce manuel gratuit de 215 pages a été présenté officiellement en septembre dernier. Un programme de présentation et de distribution a été établi aux groupes socio-professionnels, institutionnels et des structures de jeunesse. On parle maintenant de littérature avec la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui se déroule depuis mardi dernier. Ce rendez-vous littéraire, qui se veut l'un des plus grands du continent, attire plusieurs milliers de visiteurs par jour. Le moment privilégié de rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Le Sénégal est l'invité d'honneur de cette 12e édition. Un reportage de Mohamed Khalil Diomandé, commenté par Didier Nguessan. Enfants, adolescents et adultes, tous venus à la découverte du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Une diversité d'ouvrages, des écrivains de renom qui plongent les visiteurs dans l'univers de la littérature. J'aime beaucoup Onsata Ouattara, j'aime énormément ce qu'elle fait. Venir au SILA et puis la voir comme ça, vraiment il y a l'émotion. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'ai lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit notre vocabulaire. Les œuvres littéraires de Camara Nangala ont bercé pratiquement mon enfance et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de le rencontrer. C'est le lectorat qui fait l'écrivain. Et si aujourd'hui je rencontre des personnes qui me lisent depuis des dizaines d'années, je ne peux qu'en être heureux. Dans cette ambiance, Floppy Mendoza, conteuse ivoirienne, tient des écoliers en haleine. Quand les enfants ont vu, ils ont couru, ils sont allés au village, appeler tous les parents. Les parents sont arrivés, ils ont demandé pardon au génie Tatibo. Le génie dit non. Pour cette 12e édition, le Sénégal est à l'honneur avec une vingtaine d'écrivains présents. Chaque époque engendre une épopée, chaque épopée produit des légendes, chaque légende devient un mythe et le mythe porte le nom du Sénégal.
Sénégal, qui est l'invité du SILA, nous permet de découvrir la riche culture sénégalaise. Renforcer l'amour de la lecture chez les élèves, c'est l'un des objectifs du SILA. Les enfants viennent et lorsqu'ils finissent de lire, on essaie de partager un aspect positif qui a un peu touché dans ce livre-là. Et il y a aussi des petites thématiques en anglais qu'on laisse aussi aux enfants. Au SILA, une place de choix est accordée à la promotion du patrimoine culturel africain. Vu la faible représentativité des héros noirs dans la littérature, on a mis en place l'univers ultime griot où on propose des héros qui nous ressemblent. On a Porokuni, qui s'inspire du Poro. Puis à l'intérieur, on essaie de démystifier tout ce qui est rite traditionnel, Semifo, l'apprentissage. Au niveau des années de 3 fois 7 ans, on essaie de véhiculer le Poro à travers ce personnage. Le SILA est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. Dans l'actualité internationale, vendredi, le Tchad a dépêché des émissaires à Bamako, au Mali. Des émissaires qui entendent apaiser les tensions entre Paris et Bamako après la décision du Mali de se retirer de l'alliance politico-militaire du G5 Sahel. Le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, s'est entretenu avec le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit pour N'Djamena de permettre à Bamako d'assurer la présidence tournante du G5, toute chose qui s'avère quasi impossible à ce jour à cause du conflit qui l'oppose à la CEDEAO. Et puis au Bénin, le clergé apporte sa partition dans la paix. Il a organisé hier vendredi à Cotonou des assises pour un scrutin transparent, inclusif et apaisé. La rencontre intervient à 7 mois des prochaines élections législatives prévues le 8 janvier 2023. Une rencontre à laquelle il a convié tous les acteurs politiques. Rappelons que le Parlement béninois sortant est monocolore et l'opposition n'y figure pas. Elle avait été exclue en 2019 lors d'un scrutin marqué par des violences meurtrières. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.